Bonsoir téléspectateurs d'Embele TV ou d'MTV. Aujourd'hui, je suis venu à la rencontre de mon jeune frère, Elhadji Omar Massaly, qui est en train de montrer vraiment ses différentes facettes. Je dois d'emblée avouer que c'est un grand plaisir pour moi de partager pour la première fois une émission avec toi. Et je suis très heureux que ce soit sur Dembele TV, donc un projet que tu as mûri depuis très longtemps et dont on avait discuté. Et je suis très ravi aujourd'hui de voir tout ce que tu es en train de faire. Et en tout cas, on n'a pas, en fait, on ne s'est pas trompé de te prendre comme référence, parce que depuis très tôt, tu as été pour moi une référence. Et je suis très content que tu puisses venir ici chez moi aujourd'hui pour échanger sur des questions qui nous concernent. Donc moi, c'est Elhadji Omar Massaly. Je suis natif de Sédhiou, basé à Dakar. Je suis le président fondateur de la maison d'édition Elma. Elma Édition Afrique, qui est une maison d'édition panafricaine qui est dans le groupe Elma. Le groupe Elma, c'est un groupe qui évolue dans la communication, donc notamment dans le conseil, la stratégie, analyse stratégique et autres, et dans l'édition. Donc, mais nous sommes beaucoup plus maintenant concentrés dans l'édition. Et je suis par ailleurs journaliste collaborateur de Jeune Afrique. Donc j'ai commencé depuis maintenant, ça fait plus de 6-7 mois. Et je fais aussi de l'analyse économique et politique pour une multinationale française sur la situation du pays, etc. Donc on travaille dans le cadre de notre maison d'édition avec différentes collections qui, je l'ai plusieurs fois dit, qui est née sous les auspices d'une mouvance idéologique et qui mène un combat pour une Afrique libre, pour une Afrique déterminée, pour une Afrique qui n'accepte plus que les autres la regardent sous une seule angle. Mais nous voulons, à travers cette maison d'édition, créer le cadre qu'il faut, une sorte de think tank pour pouvoir permettre aux intellectuels d'équilibrer le regard sur l'Afrique, de permettre aux populations de mieux comprendre les enjeux, afin d'agir sur des questions urgentes. Donc c'est un peu ça, on a aujourd'hui fait beaucoup de choses. Elma Édition, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça signifie et comment l'idée a germé jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Oui, bon, Elma, c'est d'abord, Elma, c'est le diminutif de mon nom, Elhadji Massaly. Donc Elhadji Massaly que j'ai pris et j'en ai fait le nom, le sigle de mon entreprise. Édition, d'abord, on est parti d'un constat. Parce que tu sais que moi, je suis un grand lecteur et puis je m'intéresse à ce qui me passionne. À un moment donné, je me disais en fait qu'on fait sa vie avec ses points forts. Et j'ai constaté qu'il y avait un domaine qui était un domaine qui n'est pas très bien exploité et qui concerne en fait le développement de l'Afrique, parce que l'édition est une affaire de souveraineté culturelle, une affaire de souveraineté intellectuelle. Et depuis 1960, je l'ai dit, des maisons d'édition ont été créées en Afrique, mais on a constaté qu'ils n'ont pas pu tenir. Peut-être l'une des plus célèbres, c'est Présence africaine de Alioune Diop. J'ai un ouvrage ici d'ailleurs qui parle de la création de Présence africaine. Mais Alioune Diop a créé Présence africaine dans un contexte où l'Afrique avait besoin d'une certaine présence en France.
Parce qu'à l'époque, c'était pour la plupart les combats pour la décolonisation. Et Alioune Diop a été une figure emblématique qui a pu quand même créer le cadre qu'il faut pour permettre à de grands intellectuels de l'époque de pouvoir contribuer afin que l'Afrique existe à travers la pensée. Donc on a vu que cette maison d'édition a apporté une valeur ajoutée dans le processus de prise de conscience des Africains d'abord, mais aussi dans le travail en fait d'édification que les intellectuels ont mené. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte beaucoup plus avancé où l'Afrique a compris les enjeux finalement, où avec les Occidents maintenant il y a plus de ces cartes sur table, on se regarde entre les yeux, on se dit mais écoutez, c'est ça nos intérêts, on les défend et défendez vos intérêts. Donc on connaît les enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut permettre aux jeunes intellectuels et autres de pouvoir équilibrer le regard. Parce que on a vu que beaucoup de médias internationaux parlent de l'Afrique, mais la plupart des choses qu'on voit, c'est l'Afrique qui est décrite sous des jours sombres avec la famine, avec tout ce qui renvoie à la décadence, tout ce qui renvoie en fait à la crise. Alors que la crise c'est partout. Mais pourquoi ne pas parler de ces potentiels africains? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui que en fait dans quelques années l'Afrique sera le plus grand marché mondial? Elle l'est d'ailleurs. Pourquoi ne pas expliquer aux jeunes en fait que pour avoir facilement des milliards en tant qu'entrepreneur, il faut rester en Afrique. Parce qu'en Europe, on ne peut pas avoir des milliards en tant qu'entrepreneur africain. Parce que les conditions sont là. Si les jeunes quittent, ils partent, c'est parce que c'est quelque part aussi l'image qu'ils ont de l'Afrique. C'est cette image apocalyptique. Donc il faut permettre à travers ces maisons d'édition aux intellectuels de pouvoir contribuer. L'autre chose, c'est que le secteur n'est pas bien compris par certains. Parce que quand tu parles de livres, les gens ils pensent que bon, le livre en fait en soi ne peut pas être un objet qui peut créer, qui peut avoir un impact sur l'économie. En fait. Parce que les gens pensent que c'est le savoir, etc. Les gens ont une idée matérielle de quelque chose qui peut apporter une valeur ajoutée sur l'économie. Or, il faut redonner du sens à la symbolique. Le savoir, c'est la symbolique. Et je dis en fait, si la plupart de nos maisons d'édition africaines ont échoué, c'est parce qu'ils ont toujours eu une approche qui n'est pas structurelle du secteur. Or, il faut aller vers une vision qui transcende en fait le temps. Une vision en fait qui va inscrire les gens dans la prospective et qui aura comme soubassement des combats à mener pour l'Afrique, des combats à mener pour la culture, pour créer de l'industrie culturelle. Et j'ai donné l'exemple, quand tu vas en France, le secteur du livre est le secteur qui contribue le plus dans l'industrie culturelle. Donc ça dit que les chiffres d'affaires, c'est des centaines de milliards par an des éditeurs. Donc ça dit que c'est un marché qui est important et qui peut même être pourvoyeur d'emplois. Donc aujourd'hui, il faut avoir des visions qui peuvent permettre aux décideurs et aux investisseurs de comprendre en fait qu'en réalité, ce secteur ne doit pas être laissé en rade. Et c'est le travail qu'on a fait depuis des années. C'est un travail d'explication aux gens qui ne comprennent pas les enjeux, pour qu'ils puissent savoir en fait que les livres pourtant peuvent avoir un impact considérable sur l'économie. Ça, c'est très, très intéressant qu'un jeune qui transcende toutes les idées à sens unique de la question culturelle ou culturelle par rapport à l'écriture, par rapport à l'édition. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que devenir un jeune leader, un jeune intellectuel, un jeune directeur d'une maison d'édition, c'est une mission accomplie en tant qu'intellectuel? Oui, je pense que d'abord l'entrepreneuriat demande beaucoup de compétences. Moi, c'est quand je suis entré que j'ai compris, en fait, comme le dit Stanislas Zézé, le directeur de Bloomfield, l'entrepreneuriat c'est pas un effet de mode, c'est de la vocation. C'est-à-dire que d'abord, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord connaître le marché. Tu te lances dans un marché que tu connais.
Et pour connaître le marché, il faut s'intéresser aux gens qui y sont. Il faut lire, par exemple, pour savoir ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait et comment je peux apporter quelque chose de particulier. Parce qu'à la base, c'est ce qui va marquer la différence. Donc aujourd'hui, tous les entrepreneurs africains qui ont fait des milliards, mais quand tu regardes leur façon de faire, leur approche, tu vois une certaine innovation, une certaine originalité. Donc l'Afrique a besoin d'entrepreneurs qui innovent. Et pour que cette innovation puisse s'opérer, il faut que les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans les domaines se forment. D'abord, il faut connaître le milieu, il faut lire, il faut essayer de comprendre. Ça demande des compétences managériales, ça demande d'avoir de la vision, parce qu'il faut être dans la prospective. La plupart des jeunes, ils veulent que les choses se réalisent tout de suite, alors que l'entrepreneur, c'est la prospective. C'est-à-dire que tu as une idée, l'idée part d'un constat, d'un contexte. Il y a une offre qui est là pour réparer un problème existentiel et le tout théorisé dans une communication qui peut en fait montrer la problématique de la question que tu veux régler. Je pense que ça demande d'avoir des outils, des bagages intellectuels. D'abord, avant de lancer Elma, j'ai d'abord lu beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, des gens comme... si tu regardes ma bibliothèque, tu verras beaucoup d'entrepreneurs africains qui ont fait des milliards, que j'ai lu d'abord pour savoir comment ils ont fait. Alors qu'au début, nous pensons, quand on était jeunes, qu'il faut aller en Europe parce qu'on ne peut pas faire des milliards en Afrique. Et à travers nos lectures, on se rend compte, en fait, qu'il y a des gens qui ont fait des milliards et c'est bien possible, quoi. Et ils ont fait ça, et ça, et ça, et ça. Donc, Elma Édition est née, en fait, dans cet ordre d'idée. Être éditeur, c'est pas facile. Ça demande d'abord de la compétence dans ce que tu fais. Il faut être irréprochable sur beaucoup de points. Donc ça demande des outils intellectuels nécessaires parce que tu dois contrôler tous les textes qui sont publiés à la lettre. Tu dois savoir dans l'édition, en fait, dans chaque collection, quels sont les textes qui sont publiés. D'abord, la phase de sélection, etc. Quels sont les sujets qui m'intéressent, etc. Malheureusement, l'État a une politique souvent très limitée. Les gens qui sont dans le domaine, souvent, ils ont une vision très cadrée. Donc, c'est pas trop dans la prospective, c'est pas trop dans la stratégie de pouvoir mettre quelque chose qui va créer une vraie industrie, quoi, comme ça se passe ailleurs. Merci beaucoup par rapport à cette synthèse autour de l'édition, autour de l'écriture, autour de la symbolique. Moi, je pense qu'on peut changer de sujet. On va interroger l'analyse politique parce que vous êtes tout le monde sait que vous êtes un grand chroniqueur. Donc, en tant qu'analyste, on va s'intéresser à Sédhiou, notre région. Il y avait un moment sur votre page Facebook, un article très pertinent. Ça tournait autour d'Abdoulaye Diop, le maire actuel, Jean-Pierre Senghor et Moulay Touré. La guerre des trois aura-t-elle lieu? Est-ce qu'elle a eu lieu? Et pourquoi cette réflexion-là? Oui, en fait, je pense que j'étais un peu dans la prospective parce que j'avais écrit ça. C'est carrément bien avant l'élection locale. Donc, les trois profils m'ont intéressé en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, parce qu'à l'époque, je savais que c'était les trois profils qui pouvaient constituer en fait une certaine opposition qui peut faire face à Abdoulaye Diop. Et il y a Moulay Touré, Ibrahima Touré, il y a Jean-Pierre Senghor, il y a aussi en fait Abdoulaye Diop aussi. Mais Jean-Pierre Senghor, j'étais pas trop sûr à l'époque, mais je voyais qu'il posait des actes, il avait son mouvement, etc. Mais l'histoire m'a donné raison après parce qu'ils se sont tous positionnés. Jean-Pierre a été candidat, Ibrahima Touré a été candidat. Et voilà, donc c'est ces trois profils qui me semblaient importants à l'époque. Et ce sont trois qui, d'ailleurs, quand tu regardes la liste les résultats, c'est Abdoulaye Diop, Jean-Pierre et après Moulay, quoi.
Donc c'est les trois qui se suivent. Mais déjà, Abdoulaye Diop, il reste le Mohican dans tout ça. Il reste le number one dans le Benno à Sédhiou. Et pourquoi, selon vous, Abdoulaye Diop n'est pas un adversaire facile? Et Abdoulaye Diop, tout le temps, il est au-dessus du lot par rapport à Moulay et Jean-Pierre. Est-ce que c'est un self-made man? C'est quelqu'un qui a une façon de faire assez particulière par rapport aux autres? Je pense que j'avais écrit un texte avant l'élection locale. Je crois que je l'ai intitulé Abdoulaye Diop n'est pas un adversaire facile. Ouais. Certains ont dit en bas, qui m'ont rapporté que d'autres ont dit que je suis en train de le soutenir en bas. Et Dieu sait que je ne le soutiens pas, et lui-même il le sait. Mais je me disais à un moment donné que ce gars n'a pas seulement des points faibles, il a des points forts. C'est pourquoi d'ailleurs il est toujours en fait là où il est. C'est quoi ses forces et faiblesses alors? Tu sais, Arsène Wenger, je le reprends encore, il dit on fait sa vie avec ses points forts. Les points faibles, on laisse les autres les combler. Je pense que Abou Diop, il fait sa vie avec ses points forts. Il a des points forts et puis c'est quelqu'un qui est assez rusé, qui a une certaine intelligence situationnelle. Ça, il faut le dire. Hein. Peut-être que les gars, parfois, ils peuvent dire qu'ils ont de grands diplômes, etc. Mais en politique, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut réaliser tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est la ruse, c'est la stratégie, c'est les tactiques. Et comme vous le dites, l'intelligence situationnelle. C'est l'intelligence situationnelle. Donc, il a fait le privé, je pense il connaît un peu, je crois qu'il a fait marketing pareil, donc c'est quelqu'un qui connaît aussi le Sédhiouis lambda, qui a sa façon d'approcher les gars, quoi. Donc qui n'hésite pas à mettre le prix qu'il faut pour avoir telle ou telle personne. Moi, je ne le soutiens pas parce que sa démarche, j'ai toujours dit que sa démarche pour meilleure, quoi. En fait, ça pouvait être beaucoup plus utile. Mais il a des atouts parce que c'est pourquoi en fait jusque-là il a été ministre, etc. Peut-être que maintenant il n'est plus ministre. Il est directeur du COSEC, Conseil sénégalais. Mais il a été ministre pendant des années, quoi. Donc il avait à un moment donné peut-être bénéficié de la confiance du président de la République. Parce que c'est quelqu'un qui savait faire les affaires, qui a gagné les élections locales encore. Et donc, qui est une certaine figure importante.